Bien, je voudrais juste dans ces 35 minutes maxi, vous me montrer trop de diapos, trop compliqués, comme d'habitude, mais je vais essayer de donner quelques idées. Je vais présenter en fait 6 points, puisque Philippe nous a posé des questions, 7 questions, mais ça ne veut pas du tout dire que chacun des points correspond aux questions, mais ce sont des éclairages, disons, peut-être, à discuter. D'abord quelques remarques générales. Je crois qu'on ne peut pas parler du mensonge. Je mène une campagne contre tous les termes au singulier en général. L'identité, le corps, etc., la conscience, etc. Il y a plusieurs façons de mentir et des plus complexes aux plus complexes. Ce qui a été montré précédemment, à mon avis, n'est pas simple. Chez le poisson, c'est ce que j'appelle simplex. On peut en discuter. Un exemple de mensonge, le cerveau est un menteur. La preuve, c'est qu'à gauche, vous voyez 3 cylindres, vous percevez 3 cylindres comme étant des tailles différentes, et à droite, 2 petites créatures comme ayant des tailles différentes. En fait, si vous allez sur l'écran, vous verrez qu'elles ont exactement la même taille. Votre cerveau a décidé qu'elles n'ont pas la même taille en raison du contexte. Donc, en fait, il vous ment. C'est pas difficile de mentir ensuite si déjà notre cerveau nous ment par rapport au réel. Les chambres de Ames, en mettant des chambres, une chambre trapézoïdale, ça a été fait dans les années 50 à la côte ouest des États-Unis. Quand on regarde par un petit trou à l'extérieur de cette chambre trapézoïdale, on perçoit une chambre cubique, et 2 petites filles qui ont exactement la même taille sont perçues comme ayant des tailles différentes. Le cerveau ment. Un autre exemple de mensonge assez particulier. Un enfant fait du vélo, tombe sur la tête, va à l'hôpital, il revient à la maison, il dit à son père « Tu n'es pas mon père, tu es un menteur, tu es un imposteur, tu es le double mon père ». Ça n'est pas qu'il pense que son père mente ou qu'il mente ou qu'il ait vu des choses que son papa et sa maman faisaient et qu'il ne devait pas voir, ce que pensent les psychanalystes parfois. C'est en fait tout simplement que l'identification par le cerveau cognitif de l'image du père n'a pas été confrontée avec ce que fait le système limbique, c'est-à-dire l'identification affective du père. C'est le syndrome de Capgras dans lequel la difficulté, cette difficulté de comprendre le réel est due au fait que les différentes évaluations que fait le cerveau, cognitives ou émotifs, ne sont pas mises en correspondance. Donc notre cerveau peut nous mentir ou peut nous aider à mentir finalement, si nous ne pouvons pas mettre en relation ces différentes évaluations. Autre chose que je voulais vous montrer, le cerveau est un émulateur. Je vais vous lire ça en anglais, mais en français. C'est une très très belle phrase de mon ami Rodolphe Linas, un très grand neurobiologiste américain, qui dit « Le cerveau est un système self-activateur qui est dirigé vers la génération d'images intrinsèques et dans le réseau thalamocortical, puisque vous savez que l'essentiel de notre cerveau est en fait des boucles qui fonctionnent en interne, ces boucles qui relient le thalamus, le cortex, et qui fonctionnent. Notre cerveau n'est pas du tout une machine qui regarde l'extérieur et qui produit des actions, c'est une machine qui fonctionne avec ces boucles multiples. Dans le système thalamocortical, les entrées sensorielles du monde extérieur ne peuvent acquérir du sens qu'à travers des dispositions préexistantes du cerveau à ce moment. Un tel système self-activateur est capable d'émuler la réalité, même en l'absence d'entrée de cette réalité, comme se produit dans le rêve. Donc le cerveau n'est pas seulement un menteur, c'est un créateur de réalité, et fondamentalement, qui de temps en temps va regarder ce qui se passe, de temps en temps vous écoutez ce que je dis. Exemple, les hallucinations. Moi, je fais une grande différence entre illusion, qui est une solution dans une ambiguïté, et l'hallucination, qui est une création, le rêve. Je fais des cauchemars toutes les nuits, et j'ai donc un monde complètement nouveau, qui n'est pas un monde réel, mais qui est une autre vie extraordinaire. Et il y a cette diapo uniquement pour vous rappeler qu'il y a une littérature maintenant de neurosciences absolument formidable,
sur l'imagination, puisque c'était une des questions de Philippe, et sur le fait que notre cerveau a des systèmes qui sont organisés de telle façon que lorsque nous imaginons une action, nous activons des aires très voisines et des structures très voisines de celles qui sont activées lorsque nous produisons l'action. C'est beaucoup plus que le système miroir. C'est une généralisation. Imaginer les actions, en général, c'est déjà les réaliser. C'est-à-dire que c'est très facile de mentir, puisqu'on peut complètement imaginer ce qu'on va faire, même si on ne l'exécute pas. Et il y a une littérature formidable. Alors la vicariance, sur laquelle j'ai fait un bouquin récemment, qui avait été un peu oublié dans la psychologie expérimentale, puisqu'on nous avait condamnés à faire des papiers avec 30 sujets, le sujet moyen, c'était la psychologie différentielle finalement, grande école française. La vicariance, c'est le fait que chaque individu disposerait de plusieurs processus vicariants pour remplir une fonction donnée et s'adapter à la situation dans laquelle il se trouve. Certains de ces processus, d'après Reclin, seraient chez un individu donné plus facilement évocables que d'autres. La hiérarchie des vocabilités serait en général différente d'un individu à un autre pour des raisons pouvant tenir à la constitution génétique, à l'expérience antérieure, etc. C'est la vicariance fonctionnelle. Alors, ce que je pense que cette capacité de faire la même chose avec des processus différents, c'est ça en gros l'idée. Ce qui est formidable au niveau de la rééducation en psychiatrie, en neurologie aujourd'hui, qui est un peu oubliée par la norme qui est faite. Eh bien, c'est aussi sans doute une des merveilleuses capacités que nous avons qui permet aussi de mentir. Parce que finalement, mentir, c'est aussi utiliser ces capacités que nous avons de flexibilité, de capacité d'inventer une autre réalité. Bon, ça, c'était des généralités, mais deuxième point, Philippe a dit, je vais revenir à la question de l'enfant, parce qu'effectivement, il nous incite à aller regarder la genèse, l'ontogenèse de tout ça. Il distingue 5 périodes dans le développement de l'enfant dans son bouquin, et il a attiré ce matin encore notre attention sur un âge particulier vers 4-5 ans, qui est l'âge qui, moi, m'intéresse actuellement, sur lequel je travaille avec les collègues, bien que je ne sois pas un spécialiste de la psycho de l'enfant, parce que je crois que c'est effectivement, comme Philippe nous le propose, un âge crucial, et il en a donné de très belles démonstrations. Alors juste un petit rappel, moi mon idée c'est que c'est un âge effectivement, le mot a été employé déjà, changement de point de vue, c'est vous qui avez employé des espaces, c'est un âge crucial parce que c'est l'âge où on peut acquérir la pluralité interprétative, la capacité de changer de point de vue, et on a fait au Collège de France avec Carlo Ossola, il y a déjà 3 ans, un colloque sur l'acquisition de la pluralité de points de vue interdisciplinaire sur ce sujet. Donc je vais discuter un petit peu cette question maintenant de cette capacité qu'a le cerveau de changer de point de vue, et en particulier pourquoi je pense qu'effectivement à partir de peut-être 4-5 ans, mais surtout vers 7-10 ans, il y a cette période importante pour l'acquisition de cette capacité de mentir, telle qu'elle est proposée par Philippe. Alors en fait, déjà à 12 mois, les enfants peuvent changer déjà de perspective, puisqu'ils peuvent désigner. Ça, c'est la découverte du neuropsychologue qui est mort malheureusement, renversé par une moto à Paris, Jean-Denis de Gauss, sur lequel travaille Anne-Catherine Bachot-Lévy, qui ici, à l'École normale supérieure et à l'hôpital de neurologie, c'est que les enfants peuvent ne pas simplement pointer, ils ne peuvent pas dire « comme ça ». C'est pas simplement l'attention conjointe, c'est vraiment, ils peuvent désigner. Et de Gauss avait attiré notre attention sur cette question parce que désigner, c'est le jeu tuile, c'est déjà changer de perspective, se mettre dans le corps de l'autre. Et il avait décrit cette maladie qu'il avait appelée l'hétérotopoagnosie, qui est une maladie de la désignation, avait-il dit, qui apparaît vers 1 an, 2 ans, et qui concerne plus particulièrement, c'était très intéressant dans la relation avec autrui, les parties du corps d'autrui. Il avait montré que les patients qui ont cette maladie, par exemple, le médecin leur dit « montrez-moi mes oreilles ». Le médecin dit au patient « montrez-moi mes oreilles à moi, médecin ». Et le patient, lui, fait ça. Il est incapable, et le médecin dit « montrez-moi mes lunettes ». Et le patient dit « voilà les lunettes ». C'est-à-dire le patient ne peut pas se mettre dans le corps d'autrui pour montrer les éléments du corps d'autrui. C'est déjà, Et il avait proposé l'idée que cette capacité d'aller se mettre dans le corps d'autrui pour comprendre autrui est déjà présente à ce moment-là
cruciale, et qu'elle exige déjà un renversement de perspective, un changement de point de vue, mais je propose, et comme ça a été dit d'ailleurs, ça reste très limité, et ça ne peut pas être manipulé sous forme de cette chose très particulière qui est le mensonge, qui est avec ses aspects éthiques moraux sur lesquels Philippe a proposé qu'on discute. Alors les bases neurales évidemment sont évidentes à cet âge-là. On sait que des structures comme le cortex préfrontal, mais aussi l'hippocampe, etc., tous les réseaux qui sont impliqués dans les changements de perspective ne sont pas en place. Alors je mentionne simplement ces diapos parce que nous avons fait ensemble avec l'équipe de Laurent Cléré de Langue-Avant, qui est un neurologue, et toute l'équipe d'Anne-Catherine Bachot-Lévy, déjà une tentative à la suite du décès de Jean-Denis de Gauss pour essayer de regarder en IRM chez l'adulte les aires cérébrales qui sont impliquées, donc non pas dans le pointage, mais dans cette activité particulière de désignation. Et vous voyez en bas à gauche qu'il y a en fait deux sujets ici. C'est pas du pointage, on doit désigner. C'est déjà une expérience, disons, triadique dans laquelle on va essayer de regarder, de montrer finalement, en essayant déjà de prendre en compte autrui. Alors, moi, je trouve effectivement que la proposition de Philippe, moi, me stimule énormément. J'avais été au collège quand j'avais fait un cours il y a quelques années sur ces questions de l'identité, etc., intéressé dans mon incompétence par ce diagramme de Zelazzo et Somerville. Moi, je ne sais pas du tout si ces gens sont considérés comme sérieux, mais j'avais été intéressé par le fait que dans ce schéma, ils avaient proposé l'idée qu'à 4 ans, ce dont l'enfant dispose, c'est pas seulement effectivement la possibilité de sortir d'une perspective que je vais appeler égocentrée du monde, dans le flux du vécu, aurait dit d'autres philosophes, des philosophes avant moi. Mais à 4 ans, il est capable non seulement d'avoir cette perception égocentrée du flux de ses activités, mais de reconstituer son histoire, et surtout d'avoir déjà la capacité d'imaginer qu'il y a un monde en dehors de lui, même s'il n'est pas capable encore de changer de perspective et de se mettre dans ce monde pour se regarder à partir du monde, ce qui est nécessaire peut-être pour commencer à faire le mensonge avec les qualités morales, éthiques et immorales sur lesquelles Philippe nous propose. C'est très innovant de réfléchir. Alors, on passe à un troisième point dans ce kaléidoscope d'essayer de répondre un peu à quelques-unes des questions de Philippe pour la discussion. Mentir exige d'inhiber. Alors, mentir, ça suppose quand même qu'éventuellement on inhibe ce qu'on peut croire vrai. Et là, effectivement, il y a toute une dimension sur laquelle il faut je vous propose qu'on réfléchisse, parce que pour un neurophysiologiste ou un soi-disant neuroscientiste, l'inhibition, c'est très important, puisque l'essentiel de toutes les structures du cerveau qui sont importantes dans toutes les fonctions cognitives sont inhibitrices. Faire, c'est pas faire, c'est inhiber. Le cortex préfrontal, le cervelet, les ganglions de la base, sélection de l'action, etc. L'essentiel du cerveau, des fonctions du cerveau, c'est d'inhiber. Donc le mensonge doit aussi utiliser cette capacité qu'on a d'inhiber. Et on a de très jolis travaux, comme par exemple ceux d'Olivier Houdet, spécialiste. Il y a quelqu'un du labo d'Olivier ici, non ? Olivier Houdet, qui est à la Sorbonne et qui est un des grands spécialistes du développement de l'enfant. Olivier a toute une grande partie, l'essentiel de son labo, qui travaille sur l'idée du rôle de l'inhibition dans l'évolution des fonctions cognitives comme une propriété fondamentale. Le mensonge exige d'inhiber chez soi ou d'essayer de faire en sorte qu'autrui inhibe, mais c'est une propriété fondamentale. Alors, les stratégies automatiques de perception et au cours du développement, on le sait très bien, c'est connu, sont inhibées et on leur substitue des activités plus complexes. Et il y a ce très joli papier qui a été publié dans Nature il y a quelques années par l'équipe d'Olivier. C'était une tâche logique. Et alors il a fait ça chez l'enfant et chez l'adulte. Donc c'était une tâche logique perceptive. Et on n'a pas le temps d'entrer dans le détail, bien sûr. Mais au début, l'enfant, d'une part, et d'autre part, même l'adulte, qui commence,
fait cette tâche avec les aires sensorielles et perceptives de son cerveau. C'est tout le cortex pariétal, toute cette partie-là. Il fait des erreurs. Et puis, chez l'enfant, quand il grandit, je résume, et chez l'adulte au cours de l'apprentissage, eh bien, on voit diminuer les erreurs et apparaître cette activité frontale et préfrontale, un véritable basculement, un véritable remplacement d'une stratégie cognitive implémentée par les structures du cerveau par rapport à d'autres pour inhiber les stratégies perceptives qui conduisent à l'erreur. Donc l'inhibition, c'est extrêmement important. Et de la même façon, je mentionne cette chose qui, moi, m'intéresse et m'interroge encore beaucoup, c'est dans l'aire BA10, c'est-à-dire ces aires préfrontales ici, qui sont si importantes pour la sélection des actions, les problèmes de branchement logique, etc., que étudie en particulier Étienne Koechlin. Il y a deux sous-aires qui prennent en compte soit les éléments extérieurs, soit les éléments internes du cerveau. Ces deux sous-aires qui vont prendre en compte soit les critères du réel, de ce qui est vrai, soit les critères internes qui sont éventuellement des critères qu'on a élaborés, qui peuvent être ensuite utilisés peut-être pour mentir. Donc là, il y a cette dissociation extrêmement intéressante et je ne suis pas sûr qu'on comprenne très très bien comment ces deux modes de fonctionnement vont ensuite conduire la décision finale. Mais c'est extrêmement intéressant. Alors, les hypothèses que je proposerai pour la discussion, c'est que la pluralité d'interprétation permet à l'enfant de changer d'opinion, de point de vue sur le monde et sur autrui, d'accéder à ce qui est, selon les mots de Merleau-Ponty, la pensée libre, cette pensée libre qui est aussi la porte ouverte au mensonge. Pour mentir, il faut pouvoir changer de point de vue sur le monde, il faut pouvoir manipuler les référentiels et la relation entre soi et autrui, et je mentionne ces trois mots clés qui sont des termes un peu fonctionnels, d'hypothèse, référentiel égocentré, allocentré, hétérocentré, dont on vient de parler, c'est-à-dire centré sur autrui. Or, nous l'avons vu, l'enfant peut changer de point de vue assez tôt dans le développement, mais il ne peut pas vraiment manipuler les référentiels, ce qui est nécessaire pour mentir qu'après 5, 6, 7 ans, et peut-être en particulier vers un âge qui, moi, m'intéresse pour de certaines raisons, vers 7-8 ans. C'est au moment où s'ouvre cette capacité qu'on choisit souvent d'ailleurs d'endoctriner les enfants. Et je pense, et je travaille là-dessus, je vous soumets l'idée parce que je la soumets à un certain nombre de gens, et je vais la soumettre à l'Institut des droits de l'homme au mois de juillet qui se consacre aux droits de l'enfant. Il s'agit d'une période critique du développement de l'enfant où il peut apprendre la tolérance, mais on peut aussi l'endoctriner et on pourra en reparler parce que c'est aussi le moment où on peut lui apprendre à mentir à lui-même sur le monde et le fanatiser. Et donc on rejoint les questions qui ont été abordées dans l'exposé sur le syndrome E. Alors dans ce travail sur cette période-là, sur lesquelles moi je travaille avec Olivier Houdet, on va travailler maintenant avec l'équipe de David Cohen à la Salpêtrière, avec Pise, des pédopsychiatres. Eh bien évidemment, j'ai été inspiré par ce qu'a dit Piaget quand il dit que ça n'est que vers 7-8 ans qu'un espace intellectuel sera construit, capable de l'emporter définitivement sur l'espace perceptif et permettant le changement de point de vue, qui exige qu'on ne prenne plus soi égocentré, mais le monde, autrui, comme référentiel. Et je vais passer rapidement quelques diapos pour vous montrer comment aujourd'hui on peut essayer d'approcher ce problème extraordinairement complexe. Alors d'abord, soi. Philippe en a parlé ce matin, il faut construire soi avant de pouvoir commencer à interagir avec autrui. Eh bien, on commence à avoir quelques idées sur les aires du cerveau où ce soi est constitué. Et je voulais vous montrer cette diapo qui, moi, continue à me travailler beaucoup, ce qui est de Penfield. Penfield avait, chez les patients épileptiques, mentionné que dans le cortex pariétal, ici, il y avait une zone impliquée dans la conscience de soi. C'est awareness, en anglais, il y a deux mots, awareness et consciousness. En français, je n'arrive pas à comprendre le... Awareness of body scheme and spatial relationships. C'est-à-dire qu'il avait dit, là, il y a une zone fondamentale pour la construction du corps propre. Ce n'est pas encore le soi épistémique, sémantique, etc.
et les relations avec l'espace, c'est-à-dire cette relation. Et puis, nous, on a refait les manips à Grenoble, où on a montré qu'en réalité, c'est toute la zone ici du cortex du sillon temporal supérieur, qu'on retrouve aussi dans les travaux, d'ailleurs sur le système miroir, et sur lesquels Julie a travaillé et toute une série de gens. C'est toute cette zone-là qui, dans le cerveau, est impliquée effectivement dans la construction non seulement du corps propre et d'une forme d'unité du soi et des relations spatiales, puisque quand on les stimule, comme Olaf Lonck l'a montré récemment, on obtient ces illusions de sortie du corps, du double, puisque nous avons un double de nous-mêmes. On est déjà double, nous sommes déjà double. Il faudrait qu'on rediscute sur ce concept de nous sommes déjà double, puisque nous avons un deuxième nous-mêmes. Moi, je rêve, mes cauchemars, toutes les nuits, je les vis complètement, ils sont complètement réels. J'ai pas besoin, notre cerveau, comme l'a dit Linas, n'a pas besoin du monde. Et donc, avec ce double-là, on peut raconter n'importe quoi, hein, par exemple. Et j'avais été moins intéressé par le fait que chez les enfants autistes, cette zone-là est une hypoactivité, mais c'est une autre histoire. L'autre problème, c'est qu'en fait, manipuler, c'est très joli de dire que le mensonge oblige à manipuler les référentiels spatiaux, mais dès qu'on essaie de regarder cette question dans le détail, on s'aperçoit qu'en fait, le cerveau utilise des espaces. Philippe, je peux parler de l'espace, puisque Philippe lui-même, ce matin, a employé le mot au moins 4 fois, des espaces. Vous avez eu tort, peut-être. Et le problème, c'est que le cerveau a des réseaux différents pour les différents espaces. L'espace du corps, donc, dont je viens de parler, l'espace de préhension, l'espace extérieur à 2 mètres, ou l'environnement. Et dès que j'essaye de penser à Philippe, là, eh bien, mon cerveau active un réseau différent de celui qui est activé quand j'essaye de voir si ce micro fonctionne bien. Et si j'essaye d'imaginer la scène, encore un autre réseau. Donc manipuler les référentiels, mentir, si mentir c'est aussi manipuler les référentiels, ça demande qu'on comprenne mieux ces différents réseaux qui permettent de changer de perspective. Alors, la pionnière dans ce domaine, une des pionnières, c'est Julie Grèze, qui, avec Jean de City, il y a des années, avait commencé à travailler sur ces questions de changement de perspective. C'est pas simplement pour faire plaisir à Julie que je dis ça, c'est parce que c'est important de savoir ça. L'autre chose, c'est qu'on a des stratégies cognitives différentes pour interagir avec autrui. Les stratégies que j'appelle égocentrées de type route, quand on essaye de se rappeler un chemin, c'est-à-dire dans lequel c'est soi-même qui est mis en rapport avec le monde, mais on a aussi des stratégies allocentrées dans lesquelles il n'y a ni autrui ni moi, mais le monde. Je peux m'imaginer Paris sans essayer de voir Paris de mon point de vue, ni du point de vue de Philippe Rochat assis ici. Donc nous avons des stratégies différentes et mon hypothèse, c'est que le mensonge va utiliser ces différentes stratégies cognitives pour élaborer cette relation particulière, au moins les aspects fondamentaux de cette relation particulière, de ce jeu avec autrui et de ses multiples dimensions. Alors on en sait qu'il y a des aires et des réseaux différents pour ces différentes stratégies. Je vais passer là-dessus. On sait aussi qu'il y a même des aires dans le cerveau qui sont éventuellement impliquées dans le changement de coordonnées, dans le changement de coordonnées. Par exemple, si le monde est représenté dans le cortex pariétal de façon égocentrée, du point de vue du sujet, et au contraire dans l'hippocampe ou dans un certain nombre de structures du lobe temporal du point de vue allocentré, c'est-à-dire indépendamment du sujet, eh bien, il y a une petite structure qui s'appelle le cortex rétrosplénial ici, une fine lame, mais quelquefois ça se passe, des choses cruciales se passent dans des fines lames, qui serait impliquée dans les transformations de coordonnées, qui serait appliquée chaque fois qu'on veut faire ce jeu de changer de point de vue, de prendre le point de vue de l'autre, le mien, qui est sans doute une dynamique qui est impliquée dans les processus des mensonges. Alors, une autre chose, à mon avis, qui vaudra la peine d'être regardée quand on va voir ce jeu soit du comportement prosocial, c'est du mensonge, c'est le fait qu'éventuellement on va utiliser tous ces référentiels en même temps. Par exemple, quand vous conduisez une voiture, vous êtes dans la voiture et vous conduisez dans un référentiel que j'appelle égocentré,
Et puis, quand vous regardez la carte, vous voyez le référentiel allocentré, mais en réalité, vous avez peut-être remarqué que les GPS montrent les images en oblique. Et la théorie qu'on a proposée, qu'on a étudiée en IRM d'ailleurs, c'est qu'éventuellement, la raison pour laquelle c'est montré en oblique, c'est parce qu'ils ont compris, les industriels, que ça permettait d'encoder le trajet dans les deux systèmes, égaux et allo. C'est-à-dire que ça permettait ensuite, dans le comportement, et je pense que c'est ce qui se passe aussi dans certaines formes de mensonges, de pouvoir avoir la perspective dans les deux référentiels au moment de recall. Donc le problème est que ce n'est pas le switch de l'un à l'autre. Éventuellement, nous avons la capacité, dans l'activité de mentir, de jouer, d'utiliser à la fois mon point de vue ou le point de vue. Ça va? Encore quelques minutes? Ça va? Alors avec Olivier Audet, on a déjà commencé à travailler sur ces questions-là, chez l'enfant, pour essayer de voir si vraiment entre 5 ans, enfin à Pise aussi, j'ai toute une série de manips, pour voir vraiment si entre 5 et 10 ans ou 12 ans, il y a cette élaboration, pour revoir en quelque sorte, et comment il y a cette élaboration de cette capacité de changer de point de vue. Alors on a fait une manip qui était dérivée des manips de Piaget, d'évaluation de distance. Piaget faisait ça avec des petits bouts d'allumettes, je crois, ou de poux de bois, laquelle des deux lignes est la plus longue. Et on a présenté en réalité virtuelle chez l'enfant, c'est pas de l'IRM, hein, c'est juste des manips faites chez l'enfant. On a présenté ces images d'un point de vue allocentré ou égocentré à l'enfant. Et ce qui a été montré, c'est qu'effectivement, entre 5 et 10 ans, les erreurs qui sont faites par l'enfant diminuent dans la perspective allocentrée diminuent. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une expérience qui suggère, comme cela avait été prédit par Piaget, qu'il y a là une capacité de prendre ce point de vue allocentré et de sortir de son point de vue égocentré. Assez élaboré, finalement. Donc, on a fait aussi d'autres expériences en Hollande avec nos amis hollandais, utilisant un Star Maze, une expérience de navigation dans un labyrinthe en étoiles, sur laquelle nous avions fait ici à Paris avec Laurent Direg et à Londres des expériences d'imagerie cérébrale pour montrer les différentes stratégies cognitives que peut employer un enfant dans ce genre de tâches de navigation où il doit aller d'un endroit à un autre. Et avec cette équipe-là, on a montré effectivement que, en fait, déjà, après 4 ans, comme le suggère Philippe, l'enfant peut éventuellement manipuler les référentiels, utiliser sa navigation égocentrée pour ensuite trouver quel est le bon endroit, etc. Mais d'après ce travail-là qui est publié, ces stratégies deviennent bien plus efficaces entre 5 et 10 ans. Voilà. Donc le problème n'est pas est-ce que c'est à 5 ans ou à 10 ans. Il y a, autrement dit, la capacité serait là, mais elle serait particulièrement développée dans cet âge crucial. Et on a aussi, et je vais terminer dans cette dernière partie là-dessus, nous travaillons aussi, bien sûr, sur cette capacité, pas seulement d'aller chez l'enfant regarder, changer de stratégie dans des mondes vides, mais de changer de point de vue et de se mettre à la place de l'autre, la place d'autrui. Car le problème qui nous est posé, c'est un problème dans lequel on ment à quelqu'un. On ne ment pas à la ville de Paris. Et donc on a mis des paradigmes, au point des paradigmes comme celui-ci, dans lesquels il y a une poupée dans une ville virtuelle. Et je vais vous dire qu'à la diapo suivante, la diapo sera prise du point de vue de la poupée. En faisant ça, je vous oblige, ou j'essaye de vous convaincre de vous mettre maintenant à la place de la poupée, et vous allez me dire si la prochaine diapo est prise du point de vue de la poupée. Oui ou non? Alors, on recommence. Oui, elle est prise du point de vue de la poupée là, mais ce genre de paradigme, on l'utilise maintenant chez les patients épileptiques, enfin pour étudier le rôle de l'hippocampe, et chez l'enfant bientôt, pour essayer de voir, parce qu'on peut tromper le cerveau en montrant
la lampe du point de vue de la poupée ou pas du point de vue de la poupée. Donc c'est un paradigme pour essayer de regarder comment on peut tromper, quelles sont les structures impliquées. Et nous savons que l'hippocampe, en particulier, joue un rôle important dans cette capacité d'identifier le bon point de vue. Et que ça n'est pas seulement une structure. On a donné à l'hippocampe le prix Nobel cette année. Enfin, à l'hippocampe. Je fais exprès, c'est pas un mensonge, hein, puisque tout le monde sait à qui ça a été donné. Mais il est effectivement très bon. Alors, on a aussi d'autres paradigmes, je passe très vite, sur cette question de se mettre à la place d'autrui. Et ça, c'est le plus compliqué qu'on ait pu imaginer jusqu'à présent, qui a été fait avec le psychiatre Simon Lambray et Neil Burgess à Londres, dans lesquels on a fait des changements de point de vue. On a mis des objets sur une table, on a changé leur place, on a dit au sujet, vous voyez, ils ont tous à la même place, on a menti au sujet. Enfin, je mens parce qu'en fait, c'est pas ça qu'on a dit exactement. On a dit, mais vous voyez bien que tout mon exposé aujourd'hui est un exposé dans lequel je manipule le mensonge. Philippe m'a dit tout à l'heure que j'avais une capacité particulière pour semer une espèce de confusion, c'est ça? Voilà. Alors c'est ce que j'ai fait depuis le début de mon exposé. J'ai transformé les mots en mensonges qui étaient dans d'autres contextes différents, mais peut-être que ça suscitera la discussion. Donc là, on montre des objets sur une table, on dit au sujet, on va tourner la table, est-ce qu'il y a quelque chose de changé? Et puis on lui fait prendre des points de vue, soit d'une flèche, soit du sujet, etc., pour regarder comment les différents référentiels interviennent et on identifie les structures impliquées. Il me reste combien de temps? 5 minutes, 3 minutes? 3, 5? 4. Voilà. Alors, je passe très rapidement sur une chose extrêmement importante, à mon avis, dans le mensonge, c'est le fait qu'on prend en compte l'expérience passée pour le futur. Le mensonge, c'est pas simplement créer un scénario, faire un scénario, mais la construction de scénarios implique toujours ce que Daniel Schacter et un certain nombre de nos amis appellent le voyage mental, c'est-à-dire la mise en correspondance entre le passé, la mémoire du passé et le futur. Donc ça, je propose que ça soit une discussion extrêmement importante. Regardez chez l'enfant, en particulier à cet âge-là, ça n'a pas été fait à mon avis, comment mémoire du passé et scénario du futur sont mis en correspondance. Et la proposition extrêmement intéressante de nos amis neuroscientistes américains et aussi anglais, c'est qu'il y a des modules pour les scénarios du futur qui correspondent aux mêmes modules que la mémoire. Il y aurait des modules épisodiques, sémantiques, procéduraux dans le cerveau qui permettraient ce voyage mental. Et en même temps, évidemment, c'est une révolution dans la conception de l'identité, puisqu'à ce moment-là, l'identité, aujourd'hui, maintenant, c'est uniquement une espèce de passage permanent entre le passé et le futur. C'est plus une photo de qui je suis maintenant. Et puis il y a le problème des confabulateurs, c'est des menteurs, puisqu'ils confabulent. Mais en réalité, il y a ce magnifique livre de Armin Schneider, neurologue à Genève, qui a dit qu'en fait, ces confabulateurs, c'est des gens, il parle des patients, qui ont des lésions du cortex orbitofrontal, qui est ce cortex qui est l'arbitre, l'intermédiaire entre le cerveau limbique et le cerveau cognitif. Et en réalité, ces confabulateurs, ils racontent un peu n'importe quoi parce qu'ils ne peuvent pas, dans la corbeille des éléments du passé, des mémoires du passé, prendre ce qui est pertinent pour le présent. Une femme qui est à l'hôpital dit je dois aller donner le biberon à mon bébé, j'ai un bébé. Et non, elle a eu un bébé, mais il a 30 ans, son bébé. Elle ne peut pas prendre dans la mémoire du passé ce qui est pertinent pour le présent, pour les scénarios du futur. Et je pense que tout le problème du mensonge, il va falloir l'inscrire dans cette espèce de dynamique passé-futur, puisqu'on va prendre dans la corbeille des éléments du passé ce qui est important pour le futur. Et puis, le dernier point, c'est, en moins 3 minutes, l'empathie, évidemment. Parce que pour mentir, il faut pouvoir se mettre à la place d'autrui, éprouver ses émotions de son point de vue, mais inhiber l'émotion. Il faut ne pas être en sympathie, il faut être en véritable empathie, ou plutôt en antipathie éventuellement. Et il faut donc utiliser des mécanismes sur lesquels on a travaillé avec Bérangère Thiriou, Gérard Georgean, Michel Brett, Marie-Hélène Tramus, et plus récemment des psychiatres, qui est le problème du changement de point de vue pour être vraiment en empathie, puisque la véritable empathie, c'est pas la sympathie. La sympathie, c'est Mitfühlung, c'est avec sentir, processus spatial et temporel par lequel nous ressentons la même chose qu'autrui au même moment. Et par contre, pour mentir, paradoxalement,
il faut être capable d'utiliser les processus que nous appelons empathiques, qui sont des processus spatio et temporels par lesquels nous projetons mentalement dans le corps d'autrui, d'en sentir et qui obligent aussi d'inhiber. Parce que si je veux savoir la colère que je vais provoquer chez Philippe en étant encore plus long que je ne l'ai été jusqu'à présent, eh bien, je dois inhiber la colère que je ressens. Et je dois éprouver ce qu'il ressent maintenant en me souriant. Voilà, je termine, mais on en discutera un peu plus tard. Et je réinsiste sur le fait que je pense que ce dont on parle aujourd'hui, de cette période entre 4 et 10 ans, est extrêmement importante parce qu'elle est utilisée dans le monde et encore aujourd'hui pour produire l'intolérance et la haine. Parce que ce dont on parle dans les mécanismes du mensonge, c'est aussi les mécanismes de la tolérance, de la capacité d'admettre qu'autrui a une interprétation différente et qu'il ne ment pas, mais qu'il est différent. Et si on enferme les gens dans une pensée unique, à cet âge-là en particulier, c'est pour ça que je parle de période critique, éventuellement, ils ne pourront plus admettre que l'opinion qu'autrui a n'est pas un mensonge. C'est l'opinion qui est différente de la mienne. Merci.